probabilités de panne sont relativement infimes. De toute façon, on prend des positions qui ne mettent pas en danger le capital. Donc, on a un compte de trading qui progresse doucement, mais qui progresse régulièrement. Et ça, c'est le plus important. Très bien. Ça enlève certaines difficultés liées à la psychologie, effectivement. Est-ce que, en revanche, il y a des désavantages de travailler en automatique? Est-ce que l'aspect discrétionnaire permet des avantages que ne permet pas justement une stratégie automatique? Jusqu'à présent, d'expérience, en fait, l'automatisation des entrées est un avantage sérieux. Par contre, il y a une grosse difficulté dans l'automatisation des sorties. Les sorties optimales restent les plus simples à prendre en discrétionnaire et très très difficiles à modéliser. Donc ça, c'est l'avantage du trader discrétionnaire, se fera essentiellement sur sa capacité à sortir au bon moment. Très bien. Et d'après vous, pourquoi ça? Pourquoi la sortie est plus simple à gérer en discrétionnaire que l'entrée? Quelles sont les raisons? C'est pas qu'elle soit plus simple, c'est qu'on peut faire mieux en discrétionnaire. On peut faire mieux parce que l'essentiel des bonnes sorties se font dans le sens du trade à un moment d'exagération, par exemple. C'est un exemple que je donne. Or, programmer l'exagération par rapport au sens du trend, c'est extrêmement difficile, voire impossible à faire de façon universelle. Donc, on ne peut pas programmer ce type de sorties qui sont les sorties les plus intéressantes et pourtant très facile à voir à l'œil. D'accord, très bien. Si on en revient à votre ouvrage, vous allez ressortir une troisième version d'ici quelques mois, vous avez dit d'ici un mois. Quels sont les différents sujets traités? Je pense qu'on a déjà abordé plusieurs questions, sûrement ces thématiques sont étudiées dans votre livre. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres sujets dont vous parlez dans cet ouvrage? L'essentiel des nouveaux sujets, en fait, je traite toujours des entrées, je traite toujours des sorties, bien sûr, je traite toujours de la gestion de position, du money management, enfin, de tout ce qui est absolument essentiel au trading. Mais là où j'insiste le plus, c'est sur la détermination de la tendance, ce dont je vous ai parlé au départ. C'est-à-dire la capacité, les méthodes, en fait, pour déterminer si on va intervenir dans le sens des achats ou dans le sens des ventes, ou si on ne va pas intervenir. Donc là, vous avez deux méthodes essentielles qui sont vraiment développées. Une applicable en discrétionnaire uniquement et une applicable en automatique. Ou en discrétionnaire, bien sûr. Donc c'est l'essentiel de l'apport, je pense, de cette édition, avec l'actualisation de certaines méthodes, l'ajout de systèmes de rentrée plus faciles. C'est l'essentiel. Très bien. Est-ce que vous pensez que votre approche correspond à une personne qui débute? Est-ce qu'une personne qui débute en lisant votre ouvrage et en appliquant méthodiquement la méthode peut avoir d'aussi bons résultats qu'une personne qui a des années d'expérience sur les marchés financiers? Je dirais peut-être plus facilement une personne qui débute qu'une personne qui a déjà des années d'expérience. Parce qu'une personne qui a déjà des années d'expérience a déjà acquis une méthode à elle, donc va intégrer des éléments qui vont ou pas lui donner un avantage, ça je ne sais pas, c'est difficile à juger. Alors que, et puis bon, une personne qui a déjà des années d'expérience aussi a des années de défaut acquis. Donc j'insiste beaucoup sur ce qui peut vous arriver de pire sur les marchés, c'est-à-dire tout ce qui peut vous arriver de négatif. Je vous explique ce qui peut vous arriver de négatif, ce qui vous arrivera de négatif, parce que vous passerez par là, et comment passer par-dessus derrière, comment vous apercevoir que vous êtes dans un état négatif, c'est-à-dire que je prends le trader au départ, comme s'il était totalement vierge, et petit à petit, d'abord je lui forge un moral de trader, une mentalité de trader plus exactement, et ensuite seulement intervient la partie technique. Ensuite seulement intervient les entrées, les sorties. Mais je commence, la première partie du livre est essentiellement axée sur la mentalité qu'il faut acquérir pour trader. Donc la formation des nouveaux traders. Donc à mon avis, c'est plus facile pour les nouveaux que pour les anciens. Il faut passer une couche sur quelque chose qui existe déjà. Très bien. Pour votre type d'approche, qui est plutôt moyen-court terme, je pense qu'on peut la qualifier moyen-court terme, quels sont les actifs, les sous-jacents qui sont les plus efficaces et que vous privilégiez? Alors,
tout dépend un petit peu de votre capital, bien sûr. Je dirais que moi, je privilégie essentiellement l'Eurostoxx 50 quand il y a beaucoup de contrats à passer, le CAC en futur ou en CFD, et le DAX si vous avez un capital suffisant. Donc, sur ces trois supports essentiels, là, la méthode est complètement rodée, les automatismes sont rodés, tout a été testé. Voilà. Maintenant, si vous me dites je vais mettre ça sur le Nasdaq, je vais vous dire ça fonctionnera moins bien. J'ai testé aussi, mais ça fonctionnera un peu moins bien. Il y a des résultats qui sont moins réguliers. Pourquoi? Je l'ignore. Peut-être qu'il y a une mentalité européenne qui s'exprime dans les indices européens et qu'on ne retrouve pas dans les indices américains, peut-être. Très bien. Au niveau de vos projets, vous avez évoqué le livre. Est-ce que vous avez d'autres projets en prévision? Les projets essentiels, c'est développer en fait cet aspect trading automatique, c'est-à-dire continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire donner des embryons de système qui fonctionnent déjà sur un site qui s'appelle Mogalef Trading, si ça vous dit d'aller voir là-bas. Alors ne vous inquiétez pas, le site est en anglais, mais il y a marqué 7 pages en français, donc vous cliquez dessus et vous avez la traduction. Hein, ne vous affolez pas avec l'anglais. Donc continuer à donner ces embryons de système, ces bases de système automatique en fait, de manière à ce que les gens ne partent pas de rien et s'orientent petit à petit vers des prises de position en automatique et même des gestions de trade en automatique comme je le fais actuellement. Donc ça c'est un projet essentiel. Très bien. Quelques questions supplémentaires. Au niveau du rendement, est-ce qu'on peut se faire une idée d'un type de rendement qu'on peut acquérir avec votre stratégie ou c'est vraiment propre à chaque individu et c'est à chaque individu d'adapter ses ambitions, sa manière de gérer le risque à la stratégie? Tout dépend de votre gestion du capital, effectivement, donc de votre money management. Si vous avez un money management agressif, vous arriverez effectivement peut-être à faire un gain relativement important. Mais si vous êtes dans le cadre d'un trading risqué, vous avez de fortes chances de trouver à un moment donné une période perdante qui va vous faire perdre confiance et qui va vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc je ne conseille pas d'aller sur un effet de levier très important, voire même ne pratiquement pas utiliser l'effet de levier. Hein. Ne cherchez pas à faire du 100%, 200%, 300% par an. Si vous cherchez à faire ce genre de performance, vous avez honnêtement de fortes chances de vous griller sur les marchés à un moment ou à un autre. Très bien. Dernière question pour ma part, après on passera aux questions du public s'il y en a. Au niveau des ratios, vos stratégies, parce que vous avez parlé de deux stratégies expliquées dans le livre, mais globalement votre approche, en tout cas, est-ce que vous privilégiez des ratios avec des faibles pertes et des gains élevés ou pas forcément? Je privilégie effectivement des ratios avec des pertes relativement faibles, mais pas si faibles que ça. Il faut quand même laisser la place au marché de respirer. Et des gains relativement élevés. C'est-à-dire qu'une bonne position va être gardée. J'ai travaillé beaucoup sur des stops qui sont des stops que j'ai appelés les stops intelligents, qui sont des stops capables de savoir si vous avez pris la position en contre-tendance ou en tendance. Et si vous avez pris la position en contre-tendance, alors le stop va être plus serré. Par contre, si vous avez pris une position et que la tendance vous est favorable, alors le stop va laisser respirer le marché de manière à essayer de vous garder dans le marché. Surtout de ne pas vous sortir sur stop du marché, de manière à ce que vous puissiez trouver une zone de sortie acceptable et très profitable. Et surtout, le stop, un bon stop est un stop qui ne se fait pas toucher. En particulier les stops suivants. Le stop intelligent, lui, est assez intéressant pour ça. Il est capable de voir la tendance en simultané. Et de se positionner en fonction de cette tendance et en fonction de la volatilité. C'est-à-dire, s'il y a une volatilité plus importante, il va s'écarter un peu plus. S'il y a une volatilité moins importante, il va se resserrer en disant attention, ça peut jaillir d'un moment à un autre, d'un côté ou de l'autre. Donc autant préserver les gains. Donc il préserve les gains en cas de faible volatilité, et en cas de forte volatilité, il reste à distance de manière à accompagner le mouvement. C'est ce qu'il faut chercher avec vos stops suivants. Très bien. Merci pour toutes ces réponses, Eric. Est-ce qu'il y a des questions parmi l'audience? Oui. Bien, je vous laisse. Je crois savoir que vous êtes utilisateur de la plateforme Nano. Oui. Et
ces stops semi-automatiques, donc qui sont intelligents, sont programmables très facilement sur cette plateforme, j'imagine. Oui, oui et non. Enfin, oui, non. Alors le stop intelligent, par exemple, fait partie effectivement, est disponible sur la Nano, mais il n'est pas tout à fait disponible en standard. C'est-à-dire j'ai un certain nombre de signaux qui sont disponibles en standard sur la Nano, d'autres signaux qui sont réservés aux adhérents en fait, d'un club qui s'appelle le Club Mogalef. Donc c'est ce qui nécessite une adhésion d'environ 20 € par mois. Donc c'est pas quelque chose de fantastique, mais à ce moment-là, vous avez accès à tous les indicateurs qui vous permettent de passer à l'automatisme et au stop, entre autres les stops intelligents et les détecteurs de tendance automatiques. Très bien. Oui, une autre question. Je voulais savoir si vous utilisez les take profit dans vos stratégies, ça c'est la première question. Et d'après ce que j'ai compris, vous essayez d'adapter les stratégies aux conditions de marché, donc ils s'adaptent. Mais quel est le pourcentage des stratégies que vous abandonnez parce que vous jugez qu'elles s'adaptent mal aux conditions et donc elles sont plus viables? En ce qui concerne le trading automatique, essentiellement, automatique, je suis très exigeant. C'est-à-dire que sans tester, je vais peut-être regarder une. C'est vraiment un écrémage très, très net au départ. Et à partir du moment où la stratégie commence à se comporter d'une manière qu'elle n'a pas connue dans le passé, je considère qu'il faut la stopper. Il faut réfléchir à ce qui se passe. Pourquoi est-elle en train d'être ou pas assez performante ou trop performante? Une stratégie qui passe d'une performance moyenne à une performance fantastique, c'est également un danger. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne se comporte pas comme dans le passé. Donc tant qu'une stratégie se comporte comme elle se comportait dans le passé, je continue à la garder. Par contre, s'il se passe quelque chose de différent, alors stop, il y en a d'autres qui attendent derrière de toute façon. On mettra en route celle-là en attendant d'avoir trouvé ce qui n'allait pas. Et les take profit Et les take profits sont utilisés essentiellement, alors ça peut être des take profits classiques, ça peut être aussi des take profits de timing. Je travaille pas mal avec des take profits en timing, c'est-à-dire je donne un certain temps au mouvement pour pouvoir donner son maximum. Et à partir du moment où le temps est écoulé, le trade stop. Aussi. Très bien, oui. Je suis surpris par le fait que tu n'utilises qu'une stratégie sur 100, mais enfin c'est fort possible. Par rapport à tout ce que j'ai testé, oui. Ah ouais. Et alors, tu testes à peu près combien de stratégies par semaine et quels sont tes indicateurs préférés? Bon, c'est le Repulse, je pense, et puis le retracement 90, les bandes de Mogalef. Mais as-tu de nouveaux indicateurs en vue qui seraient intéressants? Merci. Oui, alors attention, ce que tu as cité, ce sont des indicateurs qui ne sont pas forcément utilisés, qui sont utilisés par exemple éventuellement pour trader, pour savoir donc, quel est le sens de la tendance, pour savoir quand sortir ou quand on rencontre un obstacle, donc quand sortir en fait. Mais pour les indicateurs d'entrée, en fait, je me suis concentré sur des signaux de trading. Des signaux de trading qui sont par exemple la détection automatique des triangles. Les triangles sont détectés automatiquement avec un stop placé également automatiquement au départ. Et à partir du moment où il y a cassure de triangle, alors avec une montée derrière, c'est-à-dire dans le sens de la hauteur par exemple, un triangle qui se met, bon, s'il y a cassure, c'est qu'il y a continuation ou tentative de continuation, et là on y va. La cassure haussière aussi, qui est quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire le tracé automatique sur les cours entre deux petits sommets qui suivent, le tracé automatique d'une ligne, sa continuation et la cassure. Donc ça a été fait, et ça c'est disponible en standard sur la Nano. Hein. Donc c'est disponible pour tous sur la Nano Trader. Je rappelle que la Nano Trader c'est chez WHC Finvest, je leur fais un peu de pub au passage. Donc ça vous pouvez l'utiliser et c'est un signal extrêmement performant.
beaucoup plus performant et beaucoup plus facile à mettre en trading automatique que la cassure baissière, par exemple. Curieusement, hein. C'est-à-dire la cassure à la hausse est beaucoup plus profitable et beaucoup plus facile à automatiser qu'une cassure à la baisse. Une cassure à la baisse ne va pas donner des résultats extraordinaires facilement lors d'un backtest. Pardon ? Je ne l'explique pas, je le constate. Je n'y peux rien, quoi.